Bonsoir. Psychologie Magazine, en partenariat avec la FNAC, organise des rencontres avec les auteurs. Ce soir, j'ai le grand plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Christophe André. Christophe André, vous êtes psychiatre, je ne me trompe pas. Vous êtes psychothérapeute et vous exercez à l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes aussi auteur à succès, mais vous avez aussi fait quelque chose d'inhabituel dans le domaine de la psychiatrie. Vous avez introduit, entre autres choses, la pratique de la méditation dans le travail avec les patients. Donc la sérénité, c'est reposant, mais c'est en contradiction vraiment évidente avec le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde, on ne peut pas dire, d'une sérénité absolue. La manière dont je définis la sérénité, alors quand vous regardez dans le dictionnaire, la sérénité, ça vient du latin serenus, qui s'applique par exemple au ciel. Le ciel est serein lorsqu'il est exempt de nuages. Le ciel serein, c'est un ciel dont toute forme de nuages ou de perturbations sont absents. Et la sérénité, moi je l'utilise pour décrire ces états d'âme de connexion où règne une sorte d'harmonie entre nous et le monde extérieur. Nous sommes contaminés à un point que nous finissons par oublier par les stimulations extérieures. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus un instant de notre journée dans lequel nous ne faisons rien qu'attendre, qu'observer, que regarder, que contempler. On a même mauvaise conscience de ne rien faire. Oui, souvent. peut-être en plus. Pour certains d'entre nous, il nous semble que ce n'est pas normal. Du temps perdu. Oui. Mais c'est vrai que quand les gens sont dans une salle d'attente, enfin moi le premier, ou quand ils attendent sur le quai d'une gare, ou quand ils sont dans des moments de transition, comme dans les transports en commun, ils font des choses, souvent. Nous faisons des choses, lire, téléphoner, envoyer des SMS, faire des espèces de jeux de réussite sur nos écrans de smartphone, etc. Et, D'ailleurs, excusez-moi, au passage, ça c'est une de vos préoccupations actuelles, tout ce qui tourne justement autour des écrans, cette sursollicitation, cet envahissement de notre être intérieur est quelque chose qui vous préoccupe. Oui, parce qu'il me semble que ça n'est pas bon pour nous, pas bon pour notre santé psychologique, pas bon pour notre créativité, pas bon pour notre humanité. Nous sommes des espèces de machines toujours excitées par l'environnement, à répondre aux sollicitations, à faire des choses. Et en fonctionnant sur ce registre, nous nous privons de ces moments de non-action, de ces moments de tranquillité, parfois de sérénité, qui, à mon avis, sont précieux pour notre bien-être, notre identité et pour tout un tas de dimensions de notre personne. Alors on commence un peu, vous savez, on doit ça beaucoup en France à David Servan-Schreiber, ce concept de médecine environnementale, de dire qu'au fond, pour que les gens aillent bien, il faut voir un petit peu aussi dans quel environnement ils existent, qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, quel est l'air qu'ils respirent, l'eau qu'ils boivent, mais aussi quel est l'environnement sensorielles, quelles sont les nourritures intellectuelles qu'ils reçoivent. Et ça, c'est le problème de nos sociétés dans leur ensemble. Nous vivons dans des sociétés de pléthore, où nous avons plutôt qu'à nous bagarrer contre le pas assez, comme c'était le cas pour nos ancêtres. Pendant très longtemps, l'humanité avait à se battre avec le pas assez à manger. Et l'obsession des 9 dixièmes de l'humanité, et malheureusement ça le reste encore dans certains coins du globe, c'était de passer ses journées à chercher des ressources, à chercher à manger, comme des animaux qui toute la journée passent l'essentiel de leur activité à trouver de la nourriture. Et puis, depuis les années 50, et en Occident en tout cas, on a basculé dans des sociétés de pléthore, où la nourriture est devenue très facilement accessible, très bon marché, nourriture de mauvaise qualité, souvent de la junk food, mais ça c'est encore un autre problème, qualitatif et non plus quantitatif. Donc, face à ces sociétés de pléthore, beaucoup d'entre nous sommes comme ce qu'on appelle les rats de cafétéria. Vous savez, il y a une expérience très connue qui fait beaucoup réfléchir sur les problèmes d'obésité dans l'espèce humaine. C'est l'expérience des rats de cafétéria, où on prend des souris blanches jumelles, de souches jumelles. On en met certaines dans une cage avec une alimentation normale de souris, en quantité tout à fait normale, ou même un peu plus que la normale, et d'autres, on les met avec une alimentation, on leur donne une alimentation de cafétéria, entre guillemets.
guillemets, c'est-à-dire beaucoup trop de choses à manger. Vous voyez, pensez au buffet des grandes cafétérias, des grands hôtels, des clubs med et compagnie, où il y a une espèce de profusion, il y a trop, il y a des variétés incroyables, ça change tout le temps, etc. Si vous exposez des souris à ce type de régime alimentaire, elles deviennent toutes obèses, gigantesques, énormes. Elles ne savent pas se réguler parce que leur cerveau est formaté plutôt pour faire face à la carence qu'à la pléthore. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans nos cultures le même type d'excès, de sursollicitation par rapport aux stimulations sensorielles, par rapport aux écrans, par rapport aux informations. Nous avons beaucoup de chance, nous avons une telle multiplication d'écrans, de possibilités de téléphoner, d'envoyer des SMS, de regarder nos mails, de faire des jeux, de regarder la télé, de surfer sur Internet, que nous sommes comme des enfants qu'on lâche dans un magasin de bonbons. Nous avons tendance à nous gaver sans réfléchir, et nous sommes très vulnérables par rapport à ça. Donc, la pléthore alimentaire, si on ne la régule pas, elle nous fait beaucoup grossir, et du coup, on se trouve en défaut par rapport à des normes sociales qui sont tournées vers la minceur. Mais pour l'instant, la pléthore informative, la pléthore d'écrans, elle nous rend un peu zinzin, elle nous perturbe, elle donne des troubles de l'attention, etc. Mais il n'y a rien de repérable extérieurement, à part que, par exemple, pour les enfants, ils vont moins bien travailler à l'école, que pour nous, on va moins bien dormir si on a passé trop de temps sur Internet avant d'aller au lit. Donc, dans ces cas-là, ça ne nous ferait pas de mal d'essayer, plutôt que de nous remplir d'une xème information, d'envoyer un xème SMS, etc., de nous dire « arrête-toi, ne fais rien, respire, va à la fenêtre, regarde le ciel ». Injecte-toi une petite bouffée de sérénité, ou du moins essaie en tout cas de t'extraire de cette espèce d'agitation dans laquelle tu passes toutes tes journées. Il y a une équation que j'aime bien pour essayer de fixer la formule du bonheur, c'est bonheur égale bien-être plus conscience. Oui. Le bien-être, c'est un état animal, c'est-à-dire les cochons, les moutons, les dindons, les humains, ressentent du bien-être. Le bien-être, c'est quand nous avons le ventre plein, quand nous sommes avec des congénères amicaux et sympathiques, quand nous sommes dans des endroits où on se sent en sécurité, voire des beaux endroits. Chaque fois que nous vivons de tels moments, c'est du bien-être et c'est parfait. Mais ça, pas besoin d'être un humain pour ressentir du bien-être. Ce que savent faire les humains, ce que peut faire le cerveau des humains, c'est prendre conscience de ce qui nous arrive, se dire « mince, je suis en train de manger des bonnes choses avec ce copain qui est très sympa, que j'aime beaucoup, dans un endroit agréable, j'ai du bol, j'ai de la chance, c'est génial. » Le bonheur, c'est souvent ce mouvement de la conscience qui le provoque, qui donne cet effet d'amplification, de transcendance. Et on a mille et une raisons, mille et un obstacles sur le chemin de cette prise de conscience. Par exemple, on peut être déjà trop préoccupé, notre esprit est déjà occupé par autre chose, et donc on n'est pas présent à ce bonheur, on ne s'en rendra compte qu'après coup, comme dans la phrase de Raymond Radiguet, « Bonheur, je ne t'ai reconnu que bruit que tu as fait en partant ». D'ailleurs, systématiquement, oui, je m'aperçois que c'était pas si mal, tel ou tel moment. On peut fonctionner comme les pessimistes, c'est-à-dire être, dès qu'une occasion de bonheur arrive, on passe à l'étape encore suivante et on se concentre sur le fait que ça ne va pas durer. Évidemment, ça ne dure jamais le bonheur, ça finit toujours par disparaître. Oui, et donc, c'est le problème de l'anticipation. Voilà, Oui. Si je suis sans arrêt dans l'anticipation, je ne m'abandonne à aucun bonheur puisque je sais déjà que ça va terminer. Donc je me dis, tu vas te fatiguer, tu vas t'exciter, tu vas être déçu, reste dans l'état où tu te trouves. Mais évidemment, je passe à côté de tout un tas de choses extraordinaires parce qu'on sait bien que lorsque nous sommes heureux, il se passe aussi nous avons une perception du monde très différente, nous avons un rapport aux autres très différent, une créativité très différente, etc., etc. Ça, c'est tous les bénéfices des émotions positives qu'ont pu montrer les travaux de psychologie positive, justement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, vous dites « on rumine ses inquiétudes, on rumine ses déceptions, mais on ne rumine pas ses petits bonheurs ». Et c'est très vrai. Ça n'est pas hiérarchisé de la même façon. Chaque fois que les deux sont possibles, c'est toujours le négatif qui l'emporte sur le positif. Et puis après, il y a des facteurs culturels. Effectivement, dans beaucoup de cultures, on relaie un peu ce déséquilibre biologique. Par exemple, pendant longtemps, les religions
pousser les personnes à ne pas s'occuper du bonheur, à s'occuper juste du salut. Dans la religion catholique notamment, c'est ne cherchez pas à être heureux ici-bas, de toute façon ça ne durera pas, ça sera imparfait, ça sera bref, et vous finirez par mourir, ça ne vaut pas le coup. Cherchez plutôt le vrai grand bonheur éternel dans l'au-delà, et donc la question intéressante, quand vous êtes vivant, c'est pas de chercher votre bonheur, c'est de mériter votre salut. Et donc, on a cet héritage quand même qui est très très fort, même si aujourd'hui ça change un peu. Oui. Quand on demande aux personnes de s'endormir tous les soirs sur 3 moments agréables de la journée, au moment où vous vous couchez, vous éteignez la lumière, de repenser à 3 petits moments de la journée, tout petits, pas forcément des choses extraordinaires, qui ont été agréables pour vous, et y repenser vraiment, pas juste se dire « Ah oui, il y a eu ça, ça, ça et ça, bon, maintenant les soucis, allons-y », c'est repenser à un sourire, repenser à une blague, repenser à un joli ciel au moment où voilà, vous êtes arrivé ici, il y avait le soleil couchant, c'était assez beau, et vraiment se réimprégner de tout ça, se laisser envahir par ce souvenir. Là, on fait du boulot intéressant, mais je ne sais pas si certains d'entre vous, certaines et certains d'entre vous dans la salle ont déjà essayé de faire ce genre d'exercice et de faire ça 3 semaines d'affilée chaque soir. C'est pas du tout facile, hein, spontanément. On a tendance plutôt à lire, à se distraire, à regarder la télé ou à repasser en revue les soucis qu'on a eus ou les choses à faire, plutôt qu'à se dire prends quelques instants pour savourer 3 petits instants agréables. C'est très simple, c'est très évident, on sait que ça marche. Qui le fait régulièrement dans la salle? Levez le doigt. Levez la main. Quelques-uns quand même. Quelques-uns, mais bon, c'est une petite minorité.